Honneur, respect, mes chers amours. Merci d'être là. Merci de brancher sur la chaîne Manzé Chou Blague pour cette émission. D'entrée de jeu, je vais vous dire, je rencontre un médecin. Il est d'origine béninoise et togolaise. Il a un long parcours professionnel dans la médecine clinique. Il est généraliste et aussi il est médecin de santé publique. Il a 20 ans de pratique. Mais il paraît très jeune, vous allez voir. Humanitaire, c'est dans le domaine qu'il a évolué, communautaire et les urgences de santé. Donc, nous allons rencontrer Dr Senou Amouzou et il va venir discuter de soins, de ce que c'est la guérison, de la santé des femmes enceintes et plein d'autres choses parce que lui, en tant que médecin, il ne boude pas ses origines, il ne boude pas ses traditions, ni le soin ou la guérison qu'on apporte à travers la médecine traditionnelle. Donc, il est en phase avec lui-même, il est en phase avec ses origines et sa culture et il va nous parler de tout ça dans quelques minutes. Il a été avec Médecins sans frontières, les ONG, plusieurs ONG internationales et surtout, il a passé plusieurs années en Haïti. Donc, c'est un plaisir de l'avoir. Je vais m'assurer de mettre sa biographie aussi dans la barre d'informations. Comme ça, vous allez avoir une bonne idée de qui il est et de ce qu'il a accompli jusqu'ici. Alors voilà, accueillons notre cher invité et réellement, je vous demande de rester du début jusqu'à la fin parce qu'il y a des pépites dans cette conversation-là. Et comme d'hab, faites pousser cette réflexion et les conseils aussi qu'il va nous prodiguer au courant de cette conversation. Bonne écoute, à tout à l'heure. Alors, mes chers amours, salutations de nouveau. Comme j'ai eu à le dire, et vous l'avez constaté, je rencontre quelqu'un vraiment de très intéressant, dynamique dans ses fonctions et dans ce qu'il fait, et sauve des vies, n'est-ce pas, en étant un médecin de terrain et un médecin aussi qui gère, parce que la gestion lui est aussi son dada. Et je rencontre aujourd'hui notre invité qui va nous parler de son parcours professionnel, de son engagement aussi pour la santé de nos peuples et des réveils de conscience. Parce qu'on peut parler des réveils de conscience parce que on est dans un monde multipolaire avec des cultures et des façons de faire qui sont différentes l'une de l'autre, mais on reste ancré parce qu'il faut vraiment connaître qui l'on est, pourquoi on est ici, pourquoi on est comme ça dans cet état-là et on veut réellement arriver dans notre fin de vie de collectivité. Alors voilà, nous allons rencontrer notre invité, je le présente de suite, donc le docteur Senou Amouzou et je vais simplement vous dire, j'ai eu sa permission déjà pour le tutoyer comme je le fais avec tous mes invités et toutes mes invitées parce qu'on l'a déjà fait hors caméra, pourquoi changer la donne? On veut rester authentique dans ce que nous faisons. Alors, comment est-ce que tu vas, notre cher docteur Amouzou? Je vais t'appeler Senou, on a déjà convenu de le faire. Voilà, ce serait mieux de s'appeler par les prénoms, donc de m'appeler Senou. Donc, je vais bien, l'été commence, donc ça va. On sent la chaleur, on sent la... Bon, je vais bien, je me retrouve dans mon élément qui est caractéristique de moi, donc c'est la chaleur. Je vais bien, j'espère que tu vas très bien aussi. Je vais bien quand même, malgré les circonstances. Quelques petits soucis de santé, ça et là, mais sinon, ça va. Et on tient le cap et on continue d'aller de l'avant avec ce que nous faisons, qui est au-delà de nos occupations professionnelles, bien sûr, ce pont-là qu'on essaie de faire avec le continent qui est Boulogne et les afro-descendants. Donc, sans plus tarder, parce que je sais que nos téléspectateurs, nos abonnés sont déjà aux aguets, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va avoir cet invité-là? Donc, une des choses à parler de tes caractéristiques, donc
tes origines béninoises et togolaises. En grandissant sur le continent, est-ce que c'est le fait de devenir médecin, c'est un rêve qui t'habitait? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu très tard? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la médecine dans ce beau petit pays là qu'est le Togo et le Bénin, tout à côté? Oui, merci Manzé Choublak. Donc, comme tu l'as dit, je suis du Togo et du Bénin. Les deux pays sont côte à côte. Il n'y a eu que Berlin, la conférence de Berlin, qui à un moment donné a tracé une ligne dans les familles et c'est devenu deux peuples. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi la médecine? C'est parce que je suis toujours porté par cette habitude de toujours aider, à chercher des solutions dans toute ma vie. Donc, ça fait que après mon baccalauréat, je cherchais beaucoup plus quelque part où je pouvais apporter, être utile et apporter de l'aide. J'ai d'abord regardé un peu dans l'électrotechnique parce que je suis aussi un peu manuel. J'aime toucher un peu à tout. Mes mains ne s'arrêtent jamais de fonctionner. Mais au-delà de ça, qui est une passion, parce que là, travailler, je continue à faire un peu d'outillage, manipuler les choses est pour moi une passion. Mais au-delà de ça, je me suis dit que la médecine pouvait beaucoup plus m'aider à faire pour les autres, pas uniquement pour moi. Donc, c'est dans ce sens-là c'est pour ça que j'ai fait la médecine. Je ne sais pas si pour vous c'est la même réalité, mais on sait qu'à Haïti, il y a un manque criant de médecins. Est-ce que c'était la même chose, la même réalité au Togo, au Bénin, quand tu as décidé d'aller dans ce domaine-là? Bon, c'est exactement la même réalité, mais à l'époque, quand on faisait la médecine, on n'en avait pas trop conscience parce qu'on ne voyait pas le positionnement pour regarder les choses loin et surtout pour savoir ce qui se passe réellement dans le monde. Donc, on voyait la médecine comme c'est une fonction un peu honorifique où tu arrives, maintenant tu soignes les gens et tu fais tout. Mais il faut dire que ce n'est pas facile, il n'y avait pas autant d'informations disponibles et on ne pouvait pas voir tant que nous étions en manque de médecins. On n'avait même pas idée d'avoir du manque puisqu'on n'a pas une idée de comment ça se fait ailleurs et quelles sont les normes ailleurs. Donc, nous, on fait médecine, tu deviens médecin, tu soignes les gens, peut-être tu fais une clinique, soit tu travailles à l'hôpital et tout, bon, tu n'es plus chômeur et tout, mais est-ce que ça impacte les gens? Est-ce que ça change les mentalités? Est-ce que c'est la manière dont on le fait? Est-ce que c'est ça? On n'avait pas du tout cette vision et tout au long de l'étude, on ne l'a pas non plus eu parce que dans la plupart des facultés de médecine et jusqu'à aujourd'hui sur le continent africain et aussi en Haïti, on est plus dans le soigner. Le médecin, c'est celui-là qui cherche la maladie, qu'est-ce que tu as, pose des questions, fait des analyses et finalement te prescrit un médicament pour que tu puisses guérir. Ça, c'est le médecin. Donc, c'est ce qu'on nous a appris tous à l'école. Donc, ça ne te permet pas d'avoir une perspective de qu'est-ce qui fait que les gens sont malades, pourquoi ils sont malades, comment on peut faire qu'ils ne soient pas malades et tout ça. Non. On est plutôt dans la perspective de, bon, c'est gâté, on répare. On n'est pas dans la perspective de qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se gâte pas et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que quand on veut réparer, qu'on répare au mieux. Donc, on est plus dans une perspective de je suis là, ça vient, on me montre comme ça, donc je prends à gauche, je nettoie, je remets à droite. C'est un peu comme quelqu'un qui fait la plonge à la cuisine, quoi. Oui. Le médecin vient, il s'enferme dans son cabinet, quelqu'un rentre, j'ai mal à la tête, médicament, il sort, il est guéri, l'autre rentre, et ça, donc ça veut dire que c'est dans cette perspective-là qu'on a appris, mais j'ai découvert les autres aspects un peu plus tard. Comme quoi, par exemple? Très tôt, après la médecine, mon diplôme de doctorat en médecine, je suis allé m'engager avec Médecins sans frontières et ma première mission avait été au Burundi, un autre pays d'Afrique, au Burundi. Et là, je me suis retrouvé non seulement à faire la médecine, mais à faire de la coordination, à être directement impliqué dans les affaires humanitaires et être impliqué dans des affaires de manque de ressources. Donc, c'est en ce moment qu'il faut se mettre à réfléchir et bon, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant une question de responsabilité pour laquelle on n'était pas préparé. Wow. Donc ça, c'est beaucoup plus, un peu plus compliqué que la médecine clinique. Et il faut pouvoir l'aimer pour le faire parce qu'en ce moment, c'est encore plus compliqué. L'action n'est plus le médical qu'on a appris. Là, il y a une réalité du terrain, en fait. Il y a une réalité du terrain. Je vais te donner un petit exemple. Voilà. C'est-à-dire, tu te retrouves, par exemple, responsable d'un centre où on dit qu'il y a des enfants qui sont malnutris. Très bien, on fait ceci
aussi, etc. On les soigne, on doit leur donner à manger, on doit faire donc la bouillie, des histoires comme ça chaque matin et tout et tout. Et tu es dans un milieu où tu as juste un petit marché avec quelques marchands de sucre. Donc ça veut dire qu'avec nos moyens, un jour tu te lèves, tu vas au marché, mais pas personnellement, tu envoies au marché et tu envoies acheter 3 sacs de sucre. Mais tu as déjà acheté tout le sucre qui était disponible dans le coin. Wow. Et quand les gens se lèvent contre toi parce que tu veux soigner leurs enfants en prenant tout leur sucre et qu'eux n'en ont pas parce qu'ils ont aussi, ces enfants aussi des frères à la maison qui ne vont plus trouver du sucre parce que toi tu as tout acheté et que le prix a monté, tu sauras en ce moment que tu n'es plus seulement un médecin. Tu es politicien, tu es tout, tu es... Wow. Donc, ça veut dire que finalement, il y a le travail, le boulot de médecin, comme tu dis, il y a cette réalité. Ben, ça, c'est lorsqu'on va vers l'humanitaire, n'est-ce pas? Parce que pour les autres médecins qui restent dans les pays occidentaux, par exemple, ils n'ont pas, je suppose, les mêmes difficultés, n'est-ce pas? Ils ne rencontrent pas les mêmes défis. Oui, donc bon, c'est ça que je dis. Normalement, il y a la médecine clinique, donc où on soigne une personne, je dirais à la fois, qui vient. Donc les problèmes sont autres, donc faire le diagnostic, les examens et tout et tout. Mais dans le domaine où je me suis engagé, qui est la santé publique, donc là, il y a beaucoup plus de choses qui sont connexes à cette pratique clinique que nous avons tous appris. Et à mes débuts, je n'avais aucune idée de cette considération, par exemple, au niveau communautaire, pour gérer des problèmes. Il y avait eu donc des problèmes de sécurité auxquels je n'étais pas très préparé, parce que c'était les premières missions. Bon, on fait un briefing, mais ce n'est quand même pas vraiment ça. Il y a beaucoup plus de problèmes qui sont maintenant des problèmes de santé, mais liés aux communautés, pas forcément aux individus. Okay. Mais maintenant, oui, vas-y. Oui, c'est ça qui fait la différence. Donc, qui fait que, bon, soit on aime et puis on reste dedans, ou soit on peut juste retourner dans un hôpital ou bien dans une clinique et faire sa pratique médicale pure, comme tout le monde connaît. Pure et simplement. Alors, j'ai remarqué qu'au Bénin, ils ont quand même essayé de marier, de lier la médecine traditionnelle avec la médecine clinique. Est-ce que tu es de ceux-là qui trouvent que c'est un truc positif, qu'il faut continuer avec cette façon de faire-là? Est-ce qu'il y a une certaine efficacité réellement où on arrive à saisir les deux réalités et que les médecins prennent ça de façon positive, justement, à travailler avec les tradipraticiens? Oui, bon, le Bénin est l'un des pays qui a, je dirais, su résister pendant tout le temps à l'influence extérieure et maintenu, donc, le Bénin, avant de venir donc, sur ce sujet, le Bénin, par exemple, est connu pour le pays du vaudou, où les gens continuent de pratiquer sans avoir trop de honte ou de recul par rapport à ces pratiques-là. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient aussi parmi les pionniers à remettre en avant les plantes, à associer la médecine traditionnelle à certaines choses, à la médecine moderne. Bon, le problème est en réalité quoi? C'est une question de mentalité, c'est une question de changement de mentalité. Toute la majorité des médicaments que nous utilisons dans les hôpitaux, qui sont bien connus, sont issus de plantes que nous avons. Donc, c'est-à-dire que même si c'est un médicament de pharmacie, la majorité de ces médicaments-là ne sont pas synthétisés au laboratoire. Ce sont des plantes qu'on analyse, on extrait ce dont on a besoin et après on nous les présente sous forme de comprimés ou de gélules ou d'injections et tout ça. Là. Maintenant, quand on nous dit que ce que nous avons n'est pas bon, c'est une question de discours, c'est une question d'acceptation de ce qu'on nous dit, c'est une question de comprendre pourquoi ce n'est pas bon. Et le complexe du colonisé nous a fait penser que effectivement tout ce qui est chez nous n'est pas bon. Donc il y a des peuples ou bien des endroits où la force de la démonstration, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit médicinale, et ça là, a fait que même si les gens ont un certain discours, ils finissent toujours par atterrir chez le guérisseur d'à côté quand ça va mal.
soit on le reconnaît, soit on le reconnaît pas. Quand on le reconnaît, ça va mieux. Quand on le reconnaît pas, bon, on tergiverse un peu. Sinon, c'est la même qualité partout, au Togo, au Bénin, en Afrique, non, partout où je suis allé, il y a beaucoup cette association. Mais est-ce que c'est la reconnaissance, c'est la mise en avant de ces pratiques-là qui pose problème, et surtout aussi l'influence religieuse qui fait que pour beaucoup nombre d'entre nous, utiliser certaines plantes ou éléments de la nature est assimilé à des pratiques répréhensibles. Voilà. Mais bon, le Bénin a su garder quand même malgré tout beaucoup de ses valeurs. Il y a eu cette cohabitation-là qui fait toujours la fierté du pays, qui fait que c'est un peu moins compliqué de mettre en avant ces solutions que nous tous, on reconnaît de plus en plus d'ailleurs. T'est-il déjà arrivé de dire à un patient, ben, tu devrais aller avec les praticiens voir ce qu'il en est parce que soit la clinique n'a pas pu aider en ce sens-là ou vice-versa? Oui, cela m'est déjà arrivé et ça arrive encore pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que nous pensons tous à tort que l'hôpital guérit. L'hôpital ne guérit que peut-être un malade sur 5. Wow. L'hôpital soigne, l'hôpital ne guérit pas. L'hôpital soigne, l'hôpital ne guérit pas. Les corps se guérissent. Maintenant, tout dépend aussi de la situation dans laquelle vous vous retrouvez, de votre état mental et tout ça là. Donc, il y a tout ce que tout le monde connaît comme l'effet placebo. Donc, ça veut dire que s'il y a le placebo, il y a le mot, l'inverse qu'on connaît moins, qui est le nocebo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'effet positif, mais il peut y avoir aussi l'effet négatif. Donc, il arrive par exemple, qu'on soigne quelqu'un, mais la mentalité de la personne ne lui permet pas de guérir tant qu'il n'y a pas cette réconciliation avec sa famille. Ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas généralement dire à quelqu'un, bon, on ne peut plus rien faire pour toi, retourne au village pour te faire soigner. Non, mais c'est dire, tu prends ça, mais si toi-même tu penses, par exemple, que l'origine de ta pathologie n'est pas naturelle, ou bien psychologiquement tu n'es pas en forme, il va falloir que tu retournes soit dans ta maison, au village, ou je ne sais pas où, pour aller se soigner. Parce que le premier des soins, ce qui guérit en réalité, c'est d'abord le mental. Si aujourd'hui tu es malade et tu te dis, moi, de toute façon, je vais guérir, il n'y a aucun médecin qui peut te dire, demain tu vas mourir. Non, on peut te le dire, demain, mais on a déjà pronostiqué aux gens qui vont mourir dans 1 semaine, dans 2 semaines, ça fait 10 ans qu'ils sont en vie. Exact. Mais il y a aussi des gens, quand la personne a dit, moi, c'est fini, j'en ai un ras-le-bol, je ne veux plus, quel que soit ce qu'on lui fait, il va mourir. Donc, n'ayant pas non plus été trop dans les hôpitaux, donc j'ai eu à aborder plus les gens dans leur milieu de vie, dans leur communauté, et ça m'a permis surtout de tisser un lien particulier avec les patients, avec les communautés, et de respecter plus leur vécu, de leur demander de se référer un peu plus à leur vécu. Vous savez, je vais donner un exemple un peu plus, peut-être plus concret. Okay. Comme j'ai en face de moi une belle dame, je vais le dire. Il y a par exemple certaines femmes qui, quand elles sont en conflit avec leur mari avant de tomber enceinte, ne font que vomir. Au point que même quand on leur dit « votre mari arrive », elles se mettent à vomir. À ce niveau-là. Ça arrive, elle va vomir un peu plus que d'habitude. Ça peut arriver au point où on interdit au mari de venir à l'hôpital pour voir sa femme. Donc, dans ce cas-là, par exemple, il faut faire un travail avec la femme, il faut en discuter avec le mari, en discuter avec la famille, avec tout le monde, pour que tout le monde puisse savoir qu'il y a un problème et résoudre le problème qu'il y avait en dessous, qui est sous-jacent. Donc, si vous prenez une femme comme ça et que vous dites, bon, il faut qu'elle soit à l'hôpital, je vais toujours la traiter. Ça veut dire que, oui, on peut essayer d'arrêter le vomissement, mais ça va perdurer, son séjour à l'hôpital va perdurer, elle va être mal et tout, alors qu'en réalité, peut-être c'est un conflit conjugal qu'il faut régler, peut-être qu'il faut qu'une autre personne, et dans ce cadre-là, les tantes, les belles-mères, les beaux-pères sont les personnes les mieux placées pour résoudre le problème. Je n'hésite pas, dans ces cas-là, à dire, bon, ton problème, il est partiellement médical, mais il faut aller régler l'autre truc à la maison par rapport à certaines choses. Déjà, la grossesse, par exemple, toujours pour finir, la grossesse, la grossesse, c'est surtout la période d'accouchement, en fonction de ce qu'on connaît de ça, est un moment de faiblesse physique, mentale, spirituelle, communautaire et endogène. C'est-à-dire que c'est un moment où il faut protéger vraiment.
Donc, ce qu'on nous a appris, c'est seulement de voir la faiblesse physique, médicale et tout et tout. C'est vrai. Mais après, quand on approche les gens, quand on sort la médecine des hôpitaux pour aller dans la maison des gens, on comprend un peu mieux ce qui se passe pour pouvoir les aider et les aider à guérir. Parce que je me répète, l'hôpital ne guérit personne, l'hôpital soigne, les gens se guérissent. Les gens se guérissent. Alors, donc ça veut dire qu'il faut vraiment noter ça. On a l'impression que soit tout doit se passer du côté clinique ou tout doit se passer du côté traditionnel. Donc là, ça veut dire qu'il doit y avoir un genre d'imbriquement et de complémentarité, en fait, en ce qui concerne la guérison, ce qui devrait être les outils nécessaires pour une bonne guérison. Oui. Et aujourd'hui, moi, une des choses pour lesquelles je me bats partout, tout ce que je fais, c'est de changer le système de santé, changer la perception du système de santé. Donc, j'ai même eu l'opportunité donc de travailler un peu sur ça en étant en Haïti. Vous savez, nous avons le système de santé qui se trouve dans nos pays, au Togo, en Haïti, partout, est un système purement colonial. Et nous sommes des nouveaux colons en tant que médecins, infirmiers et tout ça. Wow, il faut redire ça. Ça, c'est important à bien comprendre, à bien saisir. Non, je disais que le système de santé que nous gérons est un système colonial. Et nous, aujourd'hui, peu importe le niveau où nous sommes dans ce système-là, nous sommes les nouveaux colons. Nous agissons en colons. Ah, ok. Nous programmons en colons. Je m'explique. Vous savez, quand on a commencé le système que nous connaissons aujourd'hui, il s'agissait de construire juste quelques dispensaires et ce n'était pas construit pour les populations indigènes ou bien autochtones, c'était construit par le colon pour le colon. Et à la rigueur pour les gens qui travaillent avec le colon là où il est. Donc, comment on appelle ça encore? On dit esclaves à talent. Les esclaves de maison aussi. Les esclaves de maison. Donc, c'était pas pensé pour les autres. Puis après les indépendances et tout ça là, on a continué par faire les mêmes choses où les hôpitaux sont faits pour les élites, donc ceux qui ont un salaire ou au moins qui font un commerce et qui ont des moyens. Donc la plupart du temps, c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, quand on fait nos programmations, on ne compte pas l'habitant, on ne compte pas la personne qui vit dans le pays, qui est quelque part. Non, nous ne le prenons pas en compte. Donc ça fait que on va construire un grand hôpital. Après, on va vous dire que l'hôpital est fréquenté par 5% de la population et on est très content. On a injecté beaucoup d'argent dedans. Alors que si on prend tous ceux qui sont malades, la majorité n'y vont pas. Quand quelqu'un va avoir recours, d'ailleurs ils appellent ça recours, tout simplement parce que c'est après avoir essayé toutes les solutions que son dernier recours, c'est là-bas. Ce n'est pratiquement jamais ce n'est jamais le premier secours. Et nous ne planifions donc pas non plus à avoir les gens comme dans nos hôpitaux comme premier secours. Il y a une réalité que j'aimerais discuter avec toi parce que je l'ai vécu dans 2 pays en Afrique et en Haïti. Et c'est pas moi personnellement, des gens l'ont vécu, mais j'étais presque témoin dans les 3 cas. Où, premièrement, les infirmières. La manière d'éduquer, de former les infirmières est vraiment adéquate parce qu'on les voit comme des bourreaux parler avec des gens. Si tu n'as pas le faciès qu'il faut, tu ressembles pas à quelqu'un qui a de l'argent, elles te maltraitent quasiment. On te parle pas, on t'oublie, ou on te vexe, on te jure. Il y a de ces cas-là où tu te dis, mais on est où réellement? Est-ce que c'est pas un endroit où on devrait soigner? Pourquoi ce manque d'intérêt, ce manque de traitement, ce manque de respect et d'empathie? Et je sais pas si tu as vécu ça ou tu as entendu parler de ça en Haïti aussi, où des médecins ont laissé mourir des femmes parce qu'elles n'avaient pas l'argent pour payer pour l'accouchement ou quoi que ce soit, ou des choses de ce genre. Est-ce que là, c'est la formation qui n'a pas joué le rôle adéquat ou c'est tout simplement, il y a un laxisme en fait clair de l'État qui fait que ces gens peuvent se comporter ainsi? Parce que j'ai peine à croire que c'est culturel en fait. Non, c'est pas culturel. Ce n'est pas culturel. Je dirais que c'est tout ce que tu as évoqué. La première des choses, c'est la formation. Mais avant d'arriver à une formation, il faut avoir une vision. La vision, c'est que il faut aimer ce qu'on gouverne. Donc, le problème dans nos pays, c'est que nous ne nous aimons pas assez ou bien nous ne nous aimons pas de la bonne manière. Donc, je venais de dire que nous avons un système colonial. L'hôpital est d'un système colonial élitiste. Ça veut dire que on fait l'hôpital pour les gens qui sont capables de venir. Donc, ces gens qui sont capables de venir, quand ils viennent,
et qu'ils ont la capacité de dépenser et de s'adapter au système, ils trouvent plus ou moins leur compte et ils s'en vont. Maintenant, quand les gens à qui le système n'était pas destiné, qui n'ont pas la capacité, ont recours à nos structures comme étant le dernier lieu où on peut leur sauver la vie, mais nous les voyons comme sans la moindre considération. Donc, toujours revenant sur les femmes enceintes, par exemple, vous savez, normalement, quand une femme est enceinte et qu'elle doit accoucher, nous lui demandons de venir en consultation prénatale. Elle va venir 3, 4, 5 fois. Et on va lui dire à la dernière consultation que madame, vous allez accoucher dans une semaine. Soyez prête. Faites en sorte de venir à l'hôpital dès que vous avez les douleurs. Et elle repart chez elle qui est peut-être à 10, 15, 20, 30 kilomètres, je ne sais pas. Mais nous savons tous que la douleur de l'accouchement se déclenche dans la nuit profonde entre 2 heures et entre 1 heure et 3 heures du matin. Parce que ça, c'est le cycle normal du corps. C'est en ce moment que les hormones de vigilance sont les plus bas. C'est en ce moment que la douleur commence. Et c'est en ce moment que quand ça commence, elle doit venir. Donc, nous lui avons dit de se déplacer pour venir au moment où elle est dans la période la plus difficile. Mais comme on ne lui a pas donné une date, on n'a rien mis en place. Donc, c'est en ce moment qu'elle va commencer par réveiller les gens pour l'aider, pour qu'on trouve un moyen de déplacement, etc., en fonction de ceci, etc., jusqu'à ce qu'elle arrive à l'hôpital. Et on lui dit, on t'avait parlé, tu n'as pas écouté, tu es venu en retard, tu as fait ceci, tu nous emmerdes. Parce que l'autre personne qui est en face a reçu tous ces cas-là. Et comme ce n'est pas quelqu'un de riche qui va lui apporter quelque chose pour soulager sa peine, c'est normal qu'elle déverse sa peine. Donc, elle le fait parce que c'est une habitude. Mais je dirais que c'est la formation. Mais c'est parce qu'elle a été mal formée, elle n'a pas beaucoup de choses à sa disposition. Donc, elle ne fait que déverser une colère qui devait regarder en haut, elle ne fait que déverser sur les gens qui viennent la voir et qu'elle est capable de déverser sur eux. Donc, c'est une logique qui ne peut pas être coupée au niveau des infirmières ou du médecin. Exact. Nos ancêtres faisaient beaucoup mieux que nous. Quand dans nos communautés, longtemps, une femme était enceinte, comme je disais tout à l'heure, on savait qu'elle est dans une période de vulnérabilité extrême. La vulnérabilité est d'abord physique ou physiologique, la vulnérabilité est mentale, la vulnérabilité est spirituelle, la vulnérabilité ethnologique et sociale. Ce qui fait que le schéma d'accouchement qui a fait que nos parents ont survécu ne faisait pas que la femme enceinte allait dans un autre milieu, mais c'est l'accoucheuse qui devait venir à la maison et non seulement elle se faisait surveiller par les parents, mais aussi par les dignitaires pour que dans ce moment-là, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire sans pour autant abuser. Donc, si tu viens pour accoucher, tu as la connaissance au courant, on te laisse faire, mais pour enterrer le cordon, ou bien comment disposer le placenta et autres, ça c'est une affaire de la famille, donc ça se fait toujours selon les rites de la famille et non pas selon les rites de l'accoucheuse. Et aujourd'hui, encore moins selon les rites de l'hôpital, qui le fout à la poubelle et puis c'est fini. Donc, nous avons hérité de quelque chose sur lequel nous n'avons jamais réfléchi et ça fait que ce soit au Togo, que ce soit en Haïti, au Bénin, partout où tu as vécu, où tu connais, et on a eu rarement des ministres de la santé. On n'a eu que des ministres des soins, pour ne pas dire des ministres de la maladie. Donc, on programme que quand tu es malade, tu viens. On ne programme jamais ce qu'il faut faire pour que tu ne sois pas malade et comment le faire pour que tu puisses avoir cette santé-là chez toi. Alors que, par exemple, si on prend le système ici, ce modèle-là est un modèle qui est accompagné par autre chose. Ce qui fait que si aujourd'hui au Québec, vous décidez d'accoucher à la maison, que vous signez votre papier que vous allez accoucher à la maison, on vient vous accoucher chez vous. Exact. Si vous appelez à 2 heures de la nuit pour dire que j'ai des douleurs, on ne va pas vous demander pourquoi, si votre mari est là, si votre tante est absente, si non. C'est-à-dire que, ok, madame, on vient vous chercher dans 5 minutes. Donc, ça veut dire que ce sont des choses qui accompagnent la pratique dans l'hôpital. Quand vous ne pouvez pas accompagner les gens pour la pratique dans l'hôpital, il faut planifier pour accompagner les gens chez eux. Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant, en Occident, la médecine devient de plus en plus humaine, contrairement à ce qui se passe chez nous? Est-ce qu'on devrait conclure ça? Bon, la médecine généralement, comme on la connaît aujourd'hui, elle commence déjà par ce qu'on va appeler l'aide en famille ou bien en communauté. Ça veut dire que déjà avant, quand on était malade, il n'y avait pas les hôpitaux. Ça veut dire que c'est le voisin, c'est quelqu'un à côté qui venait vous donner peut-être quelque chose à manger et tout ça. Et puis ensuite, on est passé à l'aide sociale dans laquelle c'était les religieux qui le faisaient beaucoup plus parce qu'on le voit comme une façon d'aider son prochain.
C'est pour ça que les premières institutions de soins étaient religieuses et dirigées par les mères, les bonnes sœurs et le personnel religieux. Et puis on a évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui sont... Donc le système doit rester humain et aimé. Maintenant, nous, dans ce schéma-là, nous n'avons pas vu le début et nous avons pris un modèle qu'on essaie d'implanter chez nous pendant qu'on n'a ni le début, on n'a ni la fin. Donc on a un système suspendu qu'on appelle système de soins. Mais si vous prenez aujourd'hui le budget de pratiquement tout, le budget de santé dans tous les pays, qu'est-ce qu'on constate? On va constater qu'on est très fiers d'avoir construit 2-3 hôpitaux qui marchent bon gré mal gré et dans lesquels on dépense, si le budget est de 1 milliard par an, vous allez voir que les gros hôpitaux vous bouffent plus de 2 ou 3 hôpitaux vont utiliser pratiquement 50-60% de ce budget pour soigner à peu près 10% des malades. Alors que la plupart des gens qui sont, si vous prenez l'exemple d'Haïti, la population des Haïtiens, ils fréquentent ou ils ne vont pas. Et pour ceux qui y vont, ils vont dans les dispensaires, qui n'ont pas grand-chose. Mais quand on a un centre de dialyse, de suicide, etc., à l'hôpital général, au moment où le fonctionnement était bien optimal, mais ça veut dire que l'argent qu'on dépense là-bas pour la cinquantaine de personnes qui ont une insuffisance rénale aurait suffi pour soigner au moins 2 à 3 millions de personnes dans les communautés rurales. On pas les bonnes décisions, en fait. Voilà. Comme je connais le langage Port-au-Prince, est-ce que la République de Port-au-Prince a des citoyens qui sont de plus haut rang que les gens qui sont qui derrière moi? Ouais, des modes. Donc, c'est un modèle, ce sont des modèles qu'on a adoptés, choisis, et puis on est fiers dedans. Mais ce sont des modèles qu'il faut revoir de fond en comble. Ouais, comme tu as dit, donc ta préoccupation est vraiment que la santé soit au cœur de toutes les politiques. Et comme priorité, tu as parlé de survie et santé. Est-ce que tu penses que là où on se situe actuellement avec les politiques et tout ce qui se passe sur le continent Kéboulan, bon, on peut aussi extrapoler pour les pays afro-descendants, qu'il y a espoir et que les médecins d'aujourd'hui les médecins noirs sont très imbus et conscients qu'il faut faire un changement et que le changement presse. Non, je suis désolé de te décevoir parce que les médecins d'aujourd'hui ont beaucoup d'informations et ça a peut-être changé, mais la formation n'a pas changé. La vision formatrice n'a pas changé. La vision de gestion des systèmes de santé n'a toujours pas encore changé. Et ça fait que la plupart des médecins savent très bien comment soigner les gens, peuvent faire un peu, selon leur discipline, de soigner parfois certaines communautés, mais je ne vois pas beaucoup d'engagement pour faire changer les choses. Et pour faire changer, ce n'est certainement pas les médecins qui devront le faire, mais ce sont les politiques. Et ce serait bien s'il y a des médecins qui aident dans certains endroits, dans certains points spécialement, mais c'est une question de positionnement. Ce dont je parle peut être vu aussi dans beaucoup d'autres domaines, domaines qui ne soient pas forcément la santé. Donc, je voudrais par exemple dire que quand je prends le Québec, où je suis actuellement, le ministre de la Santé n'est pas un médecin. C'est un gestionnaire. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire la politique et dans cette politique-là, développer une vision d'amour de l'autre. Je crois que ce qui commence peut-être par arriver dans nos communautés afro-descendants et tout, c'est que on commence par prendre conscience et petit à petit, on voit comment est-ce qu'on peut essayer de nous aimer un peu plus. Parce que le problème qui nous arrive, ce n'est pas la connaissance, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'aimer. Donc, tous les drames dont tu parles à l'hôpital, quand une infirmière peut se permettre d'insulter, de rabaisser, avec tout ce qu'il y a, une personne qui vient chercher des soins, qui vient chercher du secours, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'elle n'est pas humaine, bien qu'elle manque d'humanité, elle manque d'amour. Mais bon, qu'est-ce qui fait l'humain? C'est d'arriver à aimer son prochain. Donc, ce n'est pas parce que la personne est technique, non, c'est parce que même si elle est pauvre,
il faut arriver à lui apporter une certaine dose d'amour et d'humanité. C'est la seule raison qui fait qu'on peut faire bien les choses. Moi, ma devise est aujourd'hui une de mes devises, parce que j'en ai beaucoup, mais une de mes devises, c'est de dire que gouverner, c'est aimer. On nous a appris, ou bien on a tous entendu dire que gouverner, c'est prévoir. Moi, je dis que c'est faux, parce que ça, ce n'est pas le début. Gouverner, c'est aimer. Ça commence, par exemple, en famille, parce que tout le monde gouverne au moins sa famille. Mais tout ce qu'on arrive à prévoir dans sa famille, c'est parce qu'on aime les siens. C'est parce que vous aimez vos enfants que vous pouvez même prévoir déjà aujourd'hui quelle université ils vont faire en 2035 et vous commencez par donner certains cours, des trucs comme ça là, pour ça. Donc ça veut dire que cette planification-là ne peut être bonne, ne peut être viable, ne peut être utile, efficace que quand on aime la personne pour laquelle on planifie. Exactement. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, quand vous arrivez à vous dire que la personne qui vient chercher des soins, je dois l'aimer d'une certaine manière pour sentir que c'est mon femme, en ce moment, on fait tout. Donc, même l'infirmière, dont on va dire l'infirmière qui paraît dure, comme tout, quand elle va voir sa sœur, quand elle va voir sa copine, quand elle va voir une personne qu'elle connaît venir à l'hôpital, même si la personne n'a rien, elle va se battre, faire tout pour pouvoir prendre soin, pour donner un minimum. C'est vrai. Mais comme elle n'a pas les moyens d'aimer tout le monde, elle fait en sorte juste lui donner du boulot. Elle ne peut pas leur donner cet amour-là. Donc, ce qui manque dans son travail, ce n'est pas la connaissance, c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est de l'amour non planifié. Un amour désintéressé, en fait. Donc, quand ça n'a pas été planifié depuis les instances les supérieures et que ça descend, elle se retrouve à faire sa garde, elle n'a pas de l'argent, le lendemain, le salaire est ceci, il y a du travail, elle doit faire le travail de 15 personnes, elle seule, et tout, et puis quelqu'un arrive, et puis voilà. Donc, moi, je l'ai subi aussi pendant longtemps et ça m'a empêché de faire certaines choses parce qu'à un moment donné, par exemple, je voulais faire de la pédiatrie. Je voulais être pédiatre, mais j'ai dû fuir tout simplement parce que je n'arrivais pas à supporter le regard des tout petits qui s'éteignaient parce qu'ils n'avaient pas de l'argent pour acheter ceci ou ça. Il t'arrive de prendre des petites monnaies que tu as aussi dans ta poche pour manger, pour faire tu prends ça pour acheter des médicaments à un enfant qui, malgré tout, va quand même mourir. Et après, tu passes toute ta journée, tu n'as rien mangé et puis voilà. Déboussolé. Déboussolé. Donc, est-ce que tu peux le faire une fois, tu peux le faire 2 fois, tu peux le faire 3 fois à un moment donné, ou tu es capable de devenir dur, de t'endurcir complètement, ou soit tu cèdes. Donc, c'est pour ça que personnellement, moi, j'ai dû laisser tomber la pédiatrie pour aller faire d'autres choses où mon côté émotif était moins sollicité. Le temps nous fait défaut. Je vais tout de même te demander cette question-là, te poser cette question. Tu as décidé de collaborer avec le groupe Mansa, dont ils auront une conférence, je crois, un symposium qui aura lieu à Lomé. Pourquoi décider de prêter tes expériences, ton savoir, tout ça à ce groupe-là? Est-ce que tu penses que réellement vous allez pouvoir changer la mentalité ou arriver à ces réveils de conscience? Bon, de toute façon, moi, c'est mon souhait. C'est parce que la philosophie de Mansa, qui est sur le changement de mentalité, correspond à 100% à mon aspiration professionnelle d'aujourd'hui. Je ne suis plus en cet aspect-là d'apprendre à faire des choses très techniques parce que nous sommes tous intelligents et chacun est capable de faire des choses. Donc, j'en suis venu à la conclusion que ce qui nous manque est une capacité à travailler ensemble. C'est la capacité, c'est l'intelligence collective qui nous manque. Sinon, l'intelligence intellectuelle ou bien l'intelligence individuelle, il y en a à foison chez tout le monde. Donc, Mansa souhaite à ce qu'on fasse autrement, qu'on réfléchisse autrement, qu'on utilise des solutions qui sont alternatives pour pouvoir résoudre un problème que nous pensons tous, notamment pour cette conférence-là, ce sera sur le paludisme, pour résoudre un problème que nous pensons tous être une fatalité. Mais non, c'est pas une fatalité, parce que il y a beaucoup de pays qui ont éliminé la malaria, même Haïti est en passe d'éliminer la malaria, en dehors des problèmes sécuritaires actuels qui ont fait reculer la lutte. On était presque au bord de l'élimination de la malaria. Donc, on peut le faire et il faut juste qu'on change le point de vue, la mentalité. Donc,
médicalement, je dirais que aujourd'hui, je suis plus à l'aise de poser des actions qui vont changer la vie d'un million de personnes, même si c'est très peu, plutôt que de me battre pour changer complètement la vie d'une personne à la fois. C'est très fort ce que tu as dit. C'est difficile de quitter mes invités parce que, comme vous voyez, ce sont des gens qui ont beaucoup entre les deux oreilles et qui ont énormément à nous apprendre. Mais on va s'arrêter aujourd'hui en sachant pertinemment que tu vas revenir. C'est ton lacaille maintenant. Ou Vini Lovely. Parce que la caille, c'est la caille. On aura toujours des choses importantes. J'ai vraiment aimé le temps qu'on a pris sur la santé et la santé des femmes. Et on reviendra sur d'autres éléments, certainement, prochainement. Alors, avant de nous quitter, je vais te demander tes propos de sagesse. Moi, je dis jamais les derniers mots parce qu'on est toujours vivant et on veut rester assez jump pour pouvoir continuer ce travail-là. Alors, quels seraient tes propos de sagesse pour nous quitter en ayant en tête le panafricanisme, le travail ensemble, comme tu as mentionné. Et tu peux aussi dire quelques mots en créole. Hein? Les Haïtiens seront très contents d'entendre un frère parler créole. Tu sais comment sont les choses. Alors, on t'écoute. Bon, on connaît. Moi, c'est Oneg Lacaille. Moi, fait presque 15 ans à travailler en Haïti. Donc, tout le monde a de ma santé, tout le monde a bon, le monde qui travaille dans le ministère santé au Conem. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que dans ce bas monde, il n'y a que deux priorités. La première priorité, c'est la vie. Donc, nous sommes tous en mode survie. Tout le monde fait ce qu'il faut chaque jour pour pouvoir survivre. Et la seconde priorité, c'est la santé. Donc, aller à l'école, c'est pour pouvoir travailler demain pour être en bonne santé. Apprendre un métier, c'est pour la santé. Construire une route, c'est pour trouver à manger, pour déplacer facilement la nourriture, c'est pour tout ce qu'on fait, c'est pour la santé. Quand on avoir une maison, c'est pour la santé. Avoir un jardin, c'est pour la santé. Et on veut la santé tout simplement parce qu'on est en vie. Donc, faisons en sorte de voir la santé dans toutes les choses et de déconsidérer un peu moins les soins. Parce que nous sommes restés trop longtemps dans les soins, mais les soins, ça veut dire que c'est une recherche de correction de quelque chose qui ne va plus. On ne soigne pas ce qui est normal, on ne soigne que ce qui est malade. Donc, prenez soin de vous-même et à la prochaine. Alors, à la prochaine. Merci encore. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, notre cher ami, frère, le docteur Amouzou. Donc, je l'ai dit parce que pour les personnes qui vont vouloir le contacter, on va s'assurer de mettre ses coordonnées dans la barre d'infos pour que vous ayez l'opportunité d'échanger avec lui. Il va revenir, ça c'est certain, parce que la conversation continue. Comme il a si bien dit, on ne va plus s'attarder sur seulement le soin, mais sur la guérison. Donc, la guérison vient de nous-mêmes, de notre communauté et de bien d'autres choses. Alors, merci d'avoir suivi cette émission-là. Merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Donc, on compte sur vous de vraiment écouter les émissions, de les partager, de les commenter. C'est une question de survie pour la chaîne. Alors, vous faites ce que vous avez à faire si vous voulez réellement supporter le travail que nous faisons. Et sur ce, je vous dis tous, Kembe Jam Palagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission. Kembe Jam, ciao! Thank you.